Un garçon noir voit une main sortir de la terre. Ce qui se passe ensuite va vous stupéfier. Malik Carter, 12 ans, comprenait depuis longtemps les règles de son monde, même s'il ne les exprimait jamais à haute voix. La ville d'Ashford était divisée, non par des lignes sur une carte, mais par des frontières tacites qui déterminaient où un garçon noir pouvait marcher sans problème, où son regard devait se poser et où sa voix ne devait jamais s'élever. C'était un endroit où le poids de l'histoire pesait sur les épaules de sa famille comme un joug de fer, façonnant chacun de leurs pas, chacun de leurs souffles. Malik avait appris très tôt que le silence était plus sûr que la protestation, que l'immobilité valait mieux que d'être remarquée. Son père, Earl, le lui rappelait dans les regards calmes et fatigués qu'il lançait à table, et son frère aîné, Jesse, le renforçait dans sa façon de serrer les poings sans jamais les lever, dans sa façon d'avaler sa colère, s'étouffant avec le goût sans jamais le recracher. Chaque matin, Earl partait avant que le soleil ne se soit complètement étendu à l'horizon, ses mains déjà rugueuses de travail avant même de toucher la première tige de canne à sucre. Jesse travaillait à ses côtés quand il n'était pas à l'école, ses larges épaules portant plus que leur juste part de fardeau. Malik savait que Jesse rêvait de quitter Ashford, de trouver une vie au-delà des champs et des chemins de terre, mais les rêves n'avaient pas beaucoup de poids, dans un endroit qui s'accrochait à son passé comme une maladie. Leur mère, quand elle ne s'occupait pas de la maison, priait avec une ferveur silencieuse, ses mains tordant les bords usés de sa Bible, comme si elle pouvait tordre le salut des pages. Malik n'avait pas de mots pour exprimer ce qu'il croyait, seulement qu'il souhaitait que le monde soit différent, que les chaînes enroulées autour de sa famille soient celles dont il pourrait se débarrasser et qu'il pourrait laisser derrière eux. Les bois étaient le seul endroit qui semblait à l'abri des règles invisibles de la ville, au-delà des limites de leur petite maison où les arbres s'épaississaient et les voix des hommes s'estompaient dans le bruissement des feuilles. Malik pouvait respirer. Là, l'air sentait la terre humide et le pin, l'odeur l'enveloppant comme un linceul protecteur. Il errait souvent sous les branches étalées, suivant les sentiers des renards et des cerfs, écoutant les oiseaux s'appeler les uns les autres, dans un langage exempt de haine ou de peur. Mais même les arbres semblèrent détenir des secrets, leurs racines s'enfonçant profondément dans le sol, comme si elles cherchaient à retrouver quelque chose de perdu. Il se demandait quelles histoires ils avaient enfouies, quels murmures le vent transportait à travers leurs branches, quelles choses la ville avait essayé d'oublier. Un après-midi, le monde lui rappela qu'il n'y avait pas de véritable échappatoire, aucun endroit épargné par le poids de l'injustice. Jesse était allé en ville acheter du sucre et de la farine, l'argent soigneusement plié dans sa poche. Ses pas prudents, mesurés. Malik était resté derrière, tapant dans un ballon de cuir usé à travers la cour poussiéreuse lorsqu'il entendit le vacarme. Des cris, le bruit des bottes sur le sol dur, le claquement sec des accusations. Au moment où il atteignit le magasin, Jesse était déjà traîné au loin, les bras coincés dans le dos, le visage figé dans un masque serré de défi. Le propriétaire du magasin, un homme au ventre épais et à la voix grave, aboya que Jesse l'avait volé. Malik aurait voulu hurler que c'était un mensonge, que son frère était parti de la maison avec de l'argent dans sa poche, que Jesse ne prendrait jamais ce qui n'était pas à lui. Mais la main de son père trouva son épaule, ferme, lourde. Earl se tenait à côté de lui, son expression gravée dans la pierre, ses yeux ternes par le poids de la connaissance que Malik ne comprenait pas encore complètement. Le monde ne fait pas preuve de pitié envers les garçons comme toi. Le silence de son père parlait plus fort que n'importe quel avertissement. Malik serra les poings à ses côtés. Ses ongles rongèrent ses paumes alors que Jesse était jeté à l'arrière de la voiture du shérif. La poussière retomba longtemps après la disparition du véhicule, mais la colère resta, brûlant sous ses côtes comme une flamme lente et couvante. La maison était plus calme ce soir-là. L'absence de Jesse était un espace creux à la table du dîner. Sa mère s'essuya les yeux avec le coin de son tablier, le tissu déjà humide. Earl était assis, la tête baissée, ses doigts traçant le bord de sa tasse de café. Son silence était un mur de fer que personne n'osait franchir. Malik voulait demander ce qui allait se passer ensuite, voulait demander pourquoi personne ne se battait, mais il connaissait déjà la réponse. Le monde ne se battait pas pour eux,
il ne les écoutait pas. Les jours passèrent, chacun pesant sous le poids de l'impuissance. Jessie resta enfermée, et la ville continua comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Malik le sentit dans la façon dont les épaules de son père se voûtaient, dans la façon dont les prières de sa mère devenaient plus pressantes, dans la façon dont sa propre colère devenait quelque chose de sombre et tranchant. Elle lui poussait les côtes, lui serrait la gorge, un sentiment trop grand pour être contenu, mais trop dangereux pour être libéré. Il devait y échapper avant qu'elle ne l'engloutisse tout entier. Les bois l'appelaient. Il s'avança dans les arbres, l'ombre fraîche un baume contre le feu qui l'envahissait. Il marcha sans direction, laissant le sol irrégulier le guider plus profondément, là où le monde semblait différent, intact. Il se laissa respirer, laissa ses poings se desserrer. La colère ne disparut pas, mais elle s'apaisa, se transformant en quelque chose de plus calme. Il suivit le chemin sinueux d'un lit de ruisseau asséché, ses pieds s'enfonçant dans la terre molle. Et puis, il la vit. Une main. Elle jaillissait du sol, pâle et immobile, ses doigts légèrement recourbés, comme s'il cherchait quelque chose d'invisible. Le souffle de Malik se bloqua dans sa gorge. Son cœur battait fort contre ses côtes. Son corps voulait courir, se retourner et fuir l'horreur qui se trouvait sous la terre, mais ses jambes refusaient de bouger. Le monde autour de lui retenait son souffle. Les feuilles immobiles. Le vent silencieux. Les doigts étaient raides, sans vie. Quelqu'un était enterré ici. Un corps. La prise de conscience le frappa comme un poing froid, son poids pressant contre sa poitrine. Il déglutit, la gorge sèche. Son esprit lui hurlait de partir, de faire comme s'il ne l'avait jamais vue, d'effacer l'image avant qu'elle ne s'enracine trop profondément dans sa mémoire. Mais ses pieds restèrent plantés, son regard fixé sur la main à moitié enterrée. Quelqu'un avait essayé de cacher cela. Quelqu'un avait enterré cette personne ici, dans les profondeurs silencieuses des bois où personne ne la trouverait. Mais Malik l'avait trouvée, et maintenant il avait le choix. Il pouvait s'éloigner, laisser la terre garder son secret, laisser le silence le protéger comme il l'avait toujours fait. Ou bien il pouvait creuser, découvrir ce qui se trouvait en dessous et risquer les conséquences de savoir quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Le vent souffla, faisant bruisser les feuilles au-dessus de sa tête. Malik tendit la main, Malik fixa la main, incertain s'il devait courir ou creuser. Son pouls battait dans ses oreilles alors qu'il tendait la main avec hésitation. Ses doigts étaient raides, figés dans un mouvement de préhension qui lui tordait l'estomac. Il creusait avec des doigts tremblants. La terre s'accrochant à ses ongles, l'odeur de terre humide était épaisse autour de lui. Le sol était meuble, récemment perturbé. Pouce par pouce, le sol révèle ce qui se trouve en dessous. Un visage sans vie, partiellement recouvert de terre, des yeux qui regardent dans le vide. Un homme blanc. La panique s'empare de Malik. Il respire par à-coups tandis que son esprit s'emballe. Si quelqu'un le trouve ici, il sera blâmé. La ville n'a pas besoin de preuves pour condamner un garçon noir. Ils ne poseront pas de questions. Ils ne feront que supposer. Ils ne feront que punir. Ses mains tremblent alors qu'il se repousse prêt à fuir, lorsqu'un faible halètement rauque s'échappe des lèvres de l'homme. Le son le cloue sur place. L'homme est vivant. Malik hésite, déchiré entre la peur et l'instinct. Il a déjà vu des corps, des hommes noirs battus par le poids de cette ville, par la loi qui n'était pas censée les protéger. Mais il n'en a jamais vu un sortir de la poussière. Son cœur bat fort contre ses côtes. Aider un homme blanc pourrait apporter un désastre à sa famille, pourrait déclencher une tempête de fureur qu'il ne peut contrôler. Mais le laisser mourir semble tout aussi mal. Sa mère lui a appris mieux que ça. Contre son meilleur jugement, Malik s'accroupit à côté de l'homme à moitié enterré, pressant avec hésitation ses mains sous ses épaules frêles et le tirant hors de la tombe. L'homme gémit, un son faible et essoufflé, et Malik voit que ses vêtements, autrefois beaux et coûteux, ont été déchirés, striés de boue et de sang. Cette prise de conscience lui envoie une nouvelle vague de peur. Cet homme était censé mourir ici. Quelqu'un l'a enterré vivant. L'homme s'agite, sa bouche s'entr'ouvre dans un marmonnement sec et brisé. Malik se penche plus près, son pouls bat fort. Les mots n'ont pas de sens, un fouillis de syllabes fracturées, mais un nom émerge alors, entre deux respirations superficielles.
Harris. Malik se redresse brusquement, le sang lui glace le sang. Monsieur Harris. Un propriétaire foncier, un homme dont le nom a été prononcé en guise d'avertissement, à voix basse, autour des tables de dîner. Un homme qui dirigeait les travailleurs noirs d'une main cruelle et d'un œil impitoyable. Malik ne l'a jamais rencontré de près, mais il le connaît, sait de quoi il est capable. Et maintenant, M. Harris s'accroche à peine à la vie au milieu des bois, creusé dans une tombe qu'il n'était jamais censé quitter. Le poids de la situation s'abat sur Malik. Si M. Harris survit, il pourrait toujours accuser Malik ou sa famille de quelque chose de terrible. La ville le croirait sans hésitation. S'il meurt, la ville cherchera sûrement quelqu'un à blâmer. Quelqu'un comme Malik. L'air est lourd de la chaleur étouffante de l'été. L'odeur de la terre et de la sueur emplit ses poumons. Il avale difficilement, son esprit chancelant. Mais une autre pensée surgit au-dessus de la panique, tranchant la brume comme une lame. Qui a enterré M. Harris? Et pourquoi? Avant que Malik ne puisse en comprendre le sens, le craquement lointain de pas brise le silence. Des voix, basses, aiguës, se rapprochant, son souffle se bloque dans sa gorge. Quelqu'un arrive. Les bois, autrefois un lieu de solitude, lui semblent maintenant être un piège. Ses muscles se contractent, chaque instinct lui hurlant de courir. Mais il a quelques secondes, seulement quelques secondes, pour décider de son sort. Il jette un coup d'œil à M. Harris, à peine conscient, puis revient vers l'épais rideau d'arbres, où les ombres se déplacent entre les troncs. Les voix sont plus claires maintenant, rauques et impatientes. On ne peut pas le voir ici. On ne peut pas le surprendre avec cet homme. Ses jambes obéissent enfin, et il recule précipitamment, se pressant contre le sous-bois. Son cœur bat comme un tambour contre ses côtes, tandis qu'il observe. Attend. Un groupe d'hommes apparaît, leur silhouette floue par la chaleur vacillante. Leurs bottes s'enfoncent dans le sol humide, leurs mouvements sont vifs et déterminés. Malik reconnaît le badge du shérif qui scintille sur la poitrine d'un homme. Les autres sont habillés en tenue de travail, mais il n'y a rien d'ordinaire dans la façon dont ils se comportent. Ils cherchent quelque chose, quelqu'un. Et tandis que le shérif s'agenouille à côté du corps à moitié enterré de M. Harris, le visage tordu de frustration, Malik comprend. Il le cherche. Malik fait le choix désespéré de se cacher, se pressant dans les sous-bois. Les feuilles tremblent sous son souffle précipité. La terre humide se presse contre sa peau alors qu'il s'aplatit au sol. Les bruits de pas deviennent plus forts, lourds et délibérés, les bottes s'enfonçant dans le sol meuble. Un groupe d'hommes, des hommes blancs, armés, entrent dans la clairière, leur voix basse mais aiguë. L'air est lourd de tension, de violence inexprimée. L'un d'eux, le shérif Dalton, s'avance, sa silhouette trapue et raide d'irritation. Il s'agenouille à côté de l'homme à moitié enterré, ses doigts effleurant la peau froide. Un juron murmuré sort de ses lèvres, dégoulinant de frustration. Il se penche plus près, son visage se tordant en quelque chose d'illisible avant de serrer les dents et de secouer la tête. M. Harris respire toujours. Mais au lieu de soulagement, il n'y a que de l'insatisfaction dans l'expression du shérif. Malik ose à peine respirer, alors qu'un autre homme, Carl Tate, se déplace à côté de lui. Grand et large d'épaules, Tate se porte avec le poids de quelqu'un qui a fait des choses terribles sans conséquence. Il crache dans la terre, sa botte écrasant le sol humide sous lui. Sa voix est rauque, teintée de moquerie. Je n'ai pas creusé assez profondément. La réalisation s'abat sur Malik dans une vague de terreur froide. Ces hommes étaient ici destinés à la mort de Harris. Horrifié, Malik reste figé, ses muscles tendus par la peur. Les hommes se disputent, leur voix mêlant frustration et calcul. Le shérif Dalton suggère qu'ils finissent le travail maintenant, ici même. Mais un autre homme hésite. Et si Harris se réveille et ne se souvient plus de qui l'a enterré? Ils se disputent sur le risque, les conséquences, le danger de se précipiter. La décision est rapide et définitive. Ils le déplaceront ailleurs, le laisseront là où sa mort ressemblera à un accident. L'esprit de Malik s'emballe. S'ils déplacent Harris, s'ils réussissent, la vérité sera enterrée avec lui. Personne ne le saura. Personne ne posera de questions. Personne ne croira jamais qu'un garçon noir caché dans les bois a entendu un crime se dérouler en temps réel.
Il veut crier, veut courir, mais il sait que ni l'un ni l'autre ne lui fera de bien. Au lieu de cela, il se force à réfléchir. Il doit avertir quelqu'un. Mais qui? Le shérif est corrompu, c'est certain, et personne en ville ne croira la parole d'un garçon noir plutôt que celle d'un policier blanc. La voix de son père résonne dans son esprit. Reste silencieux, reste en sécurité. Mais Jesse n'était pas resté silencieux, et maintenant Jesse était en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Rester silencieux ne l'avait pas sauvé, et cela ne sauverait pas Malik maintenant. Son cœur bat fort contre ses côtes lorsqu'il pense à M. Price, le prédicateur qui a déjà risqué sa vie pour des gens comme eux. Si quelqu'un pouvait l'aider, c'était lui. Malik déglutit difficilement, se raidissant. Il le dira à M. Price. Il s'assurera que quelqu'un le sache. Il le doit. Il recule lentement et délibérément, le souffle court. Chaque mouvement semble incroyablement bruyant, chaque bruissement de feuilles une menace. Les hommes parlent toujours, leurs paroles s'éloignent tandis qu'ils s'éloignent. Il peut sentir la tension dans son propre corps, le besoin urgent de s'échapper. Mais alors, un claquement, une brindille sous son pied. Le bruit est faible, insignifiant par rapport à l'immensité des bois, mais cela pourrait aussi bien être un coup de feu. La conversation derrière lui s'arrête. Un souffle de silence s'étend entre eux, lourd de suspicion. Puis, une voix aiguë coupe l'air. « Tu as entendu ça ?» Malik n'attend pas de voir s'ils viennent le voir. Son corps bouge avant que son esprit ne puisse le rattraper. Et soudain, il court, s'écrasant dans les sous-bois dans une tentative désespérée de s'échapper. Le monde se rétrécit au martèlement de ses pieds, à la brûlure de ses poumons, au rugissement de son propre battement de cœur. Derrière lui, les voix explosent en cris, le bruissement de la poursuite monte à ses oreilles. Il n'ose pas regarder en arrière, il n'ose pas s'arrêter. La seule chose qui compte, c'est de s'enfuir. Sortir. Trouver quelqu'un qui puisse l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Et il court. Malik court. Les cris des hommes résonnent derrière lui. Son souffle devient saccadé, ses pieds martèlent le sol irrégulier de la forêt. Il connaît ces bois, connaît les sentiers sinueux et les clairières cachées, mais la peur pèse sur ses jambes comme des chaînes. Les arbres défilent devant lui, entraînées vertes et brunes. Le bruit de la poursuite est proche, trop proche. Il trébuche, manque de tomber, mais se force à avancer, s'écrasant à travers les arbres jusqu'à ce que les premières lumières de la ville scintillent au loin. Haletant, il atteint la maison de M. Price, ses poings claquant contre la porte avec une urgence désespérée. Le cadre en bois tremble sous la force de ses coups. Il a à peine le temps de prononcer un mot quand le pasteur apparaît dans l'embrasure de la porte, ses yeux perçants s'écarquillant à la vue du garçon terrifié. Malik bégait tout au long de son explication. À propos de M. Harris, des hommes qui ont essayé de le tuer, du danger qui rôde toujours juste derrière les arbres. M. Price écoute, son expression indéchiffrable, les rides profondes de son visage ne trahissant aucune émotion. Le silence s'étire, lourd du poids de ce qui a été dit. Et puis, sans un mot, le pasteur disparaît à l'intérieur, revenant quelques instants plus tard, avec son manteau déjà tiré sur ses épaules. La ville explose dans le chaos avant la fin de l'heure. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, chuchotée derrière des mains, glissant à travers les fentes des portes, emportée par le vent comme de la fumée. M. Harris a été retrouvé, à peine vivant, mais suffisamment conscient pour parler. Et le shérif et ses hommes, ils ne perdent pas de temps à pointer du doigt une cible facile, Malik. Une foule se forme avant qu'il ait eu la chance de s'enfuir. Des mains brutales l'attrapent, le traînant hors de chez lui. L'air est lourd de colère. La suspicion s'est aggravée jusqu'à devenir quelque chose de laid et de sauvage. La foule est féroce. Leurs voix s'entrechoquent comme les vagues dans une tempête. Leurs cris sont des accusations venimeuses qui piquent comme des coups de fouet. Son père plaide, sa mère pleure, mais leurs cris sont engloutis par la rage hurlante de l'injustice. Il se débat, mais il n'y a pas d'échappatoire. La pression des corps autour de lui est suffocante. La chaleur de leur fureur pèse sur lui comme un poids trop lourd à porter. Ils veulent punir quelqu'un, ils veulent une réponse, et Malik est la réponse la plus facile à donner. Ils le voient dans leurs yeux, le besoin de blâmer, de punir, aussi mal placé soit-il.
alors que tout espoir semble perdu, alors que le monde se rétrécit sous les coups de son cœur et l'attraction de mains en colère, une voix tranche dans la folie. Elle est rauque, tendue, mais sans équivoque. M. Harris, toujours faible mais debout. La foule s'immobilise, comme si elle était maintenue en place par une main invisible. M. Harris regarde Malik, puis les hommes qui l'ont laissé pour mort, ses yeux scrutants, calculants. Il y a un moment sans fin, où tout pourrait arriver, où la vérité pourrait être avalée aussi facilement qu'un mensonge. Et puis, pour la première fois de sa misérable vie, Harris fait quelque chose d'inattendu. Il dit la vérité. Il désigne les responsables. La ville est plongée dans le silence. Cela se répercute sur les visages rassemblés, un changement dans l'air. Une compréhension tacite s'installe dans leurs os. Le shérif et ses hommes se bousculent pour se défendre. Leurs voix s'élèvent en signe de protestation, mais la suspicion s'est déjà insinuée dans la foule. Les gens hésitent. L'incertitude ronge les bords de leur colère. Les accusations ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais la tendance a tourné. Malik est libéré, les mains qui le tenaient quelques instants plus tôt s'écartent comme si elles avaient été brûlées. Il recule en titubant, le souffle court, la peau picotée par l'emprise fantôme de ses ravisseurs. Les coupables sont arrêtés, non pas à cause de la vraie justice, mais parce que même un système corrompu ne peut ignorer la parole d'un homme blanc riche. Il rentre chez lui, secoué mais vivant, le monde autour de lui changeant d'une manière qu'il ne comprend pas encore. Le poids dans sa poitrine ne se lève pas complètement. Il sait que ce n'est pas la fin, que la suspicion persistera, que les cicatrices laissées par cette nuit ne s'effaceront pas facilement. Mais il sait aussi autre chose, quelque chose de plus fort que la peur, de plus puissant que le silence. Il sait qu'il a changé. Il ne croit plus que le silence le sauvera. Il lui a presque tout coûté. Et lorsqu'il regarde en arrière vers les bois, là où une main s'est un jour tendue de la terre, implorant la vie, il sait que certaines vérités refusent de rester enfouies.